Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Riche et constructif. Par ce partage, mieux cet échange, la Commission électorale nationale indépendante veut se rassurer de la bonne collaboration qui doit s'établir, sinon se renforcer entre elle et la presse tant nationale qu'internationale. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, comme vous le savez, l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo donne à la Commission électorale nationale indépendante la lourde charge d'organiser tout le processus électoral dans notre pays. Acceptant cette lourde responsabilité, le président et chacun des membres de l'Assemblée plénière de la CENI veut offrir à la population congolaise des élections libres, indépendantes et impartiales, organisées en toute transparence et neutralité. Dans cette œuvre, la CENI entend s'assurer de votre accompagnement et pense ne pas se tromper à croire en votre patriotisme et sens de responsabilité, particulièrement dans le traitement et la diffusion des informations qui seront mises à votre disposition. D'ores et déjà, la CENI vous invite à travailler avec elle pour la sensibilisation en français et en langue nationale des électeurs sur le comportement à afficher et les actes à poser par rapport aux différentes étapes du processus électoral tel qu'annoncé précédemment dans notre feuille de route. Voilà ce qui justifie la rencontre de ce jour à laquelle son Excellence Monsieur le Président de la CENI et toute l'Assemblée plénière accordent une très grande importance. Le droit à l'information étant parmi les droits fondamentaux de l'être humain, consacré par plusieurs textes internationaux et même par la Constitution de la République démocratique du Congo, il est impérieux que la population congolaise ait toute l'information sur l'ensemble du processus électoral et surtout sur les résultats qui en sortiront. Votre responsabilité, et même la nôtre, sera de lui donner non seulement toute l'information, mais surtout la bonne information. Le droit du public à l'information est notamment contenu dans le premier point de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, confère Fédération des journalistes et Organisation internationale des journalistes, Munich 1971. Le premier devoir du professionnel de l'information y est énoncé comme suit. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, c'est-à-dire le journaliste, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Le respect de la vérité doit vous éloigner de cette tentation de relayer des informations infondées, non vérifiées ou obtenues auprès de sources douteuses. Cette obligation de respecter la vérité prend une dimension particulière en période électorale en raison de l'engouement populaire lié aux élections et aux conséquences que peuvent causer une mauvaise information. C'est dans cette optique que dans l'exécution de sa mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et transparence des élections crédibles, la Commission électorale nationale indépendante s'engage à bâtir des ponts et non des murs avec la presse en vue de s'assurer que la population ait toujours et à temps utile la bonne information sur le processus électoral.
ce qui donnera un sens à l'obligation du journaliste de dire la vérité en tout temps, et particulièrement pendant la période électorale. Pour sa part, la Commission électorale nationale indépendante vous rassure que ses portes resteront ouvertes pour tout journaliste à la recherche de la bonne information. La date de ce lundi 16 mai 2022 restera gravée dans les annales de la Commission électorale nationale indépendante qui, une fois de plus, va réaliser ce jour un échange direct avec les patrons de presse en vue de solliciter leur accompagnement au processus électoral en cours dans notre pays. À cette même occasion, la CENI ou la Commission électorale nationale indépendante va vous accorder la primeur de découvrir sa nouvelle image. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vais commencer mon adresse de ce jour par saluer votre présence nombreuse à cet événement qui est la première d'une grande série. Cette rencontre intervient après l'organisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces, dont les résultats provisoires ont été publiés le vendredi 6 mai 2022 et le lundi 9 mai pour le second tour. Par la suite, le jeudi 12 mai dernier, mon équipe et moi avons rendu public le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Nord Ubangi. Le vote interviendra ainsi à la date du 12 juillet 2022. Concernant le cycle électoral en cours, la CENI a démarré depuis le mois dernier la grande opération d'actualisation des cartographies opérationnelles dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pour votre information, cette opération suit son cours et elle est en sa phase de formation du personnel au niveau des antennes de la CENI. Les préposés à la collecte des données cartographiques qui seront recrutés et formés à ce niveau seront déployés dans les différents groupements, secteurs, chefferies ou quartiers. La CENI entend utiliser plus de 9000 préposés à la collecte des données à travers la République. Mesdames et messieurs, une élection libre et démocratique n'implique pas simplement le fait de procéder à un vote dans des conditions adéquates de transparence, mais également que les citoyens votants puissent avoir accès à suffisamment d'informations exactes sur le processus électoral, sur les différentes opérations et activités de l'organe de gestion des élections et sur les programmes politiques des partis et des candidats. Cet ensemble d'informations permet aux citoyens, à l'électeur de faire un choix éclairé, conscient et responsable. Une élection crédible et inclusive se fonde sur un certain nombre de principes démocratiques fondamentaux. Essentiels parmi ces principes se trouvent le droit à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et à l'égalité devant la loi. Ces principes signifient que les acteurs politiques et électoraux ont le droit de discuter librement des questions politiques, que les électeurs et les candidats s'appuient très largement sur l'accès aux médias, aussi bien pour transmettre que pour recevoir des informations. Que l'on soit en période électorale ou non, la fonction des médias est noble et immuable. Informer en respectant son éthique, sa déontologie ou tout autre code de conduite interne. Les médias sont des acteurs engagés de la société civile, capables de garantir le caractère libre et équitable d'un scrutin et donner la voix à ceux dont la voix ne porte pas. D'une manière générale, les médias sont essentiels et indispensables pour ouvrir aux électeurs les informations nécessaires en vue d'opérer un bon choix. Mesdames et messieurs, avec la désignation de nouveaux animateurs de la CENI, la RDC a entamé son 4e cycle électoral. Le nouveau leadership de la CENI entend des patrons de presse des observations constructives en vue d'améliorer nos relations
qu'elle souhaite déjà conviviale. Voilà pourquoi la CENI sollicite aujourd'hui et de manière solennelle l'accompagnement des médias de la RDC que vous représentez afin de permettre une adhésion massive de la population au processus électoral. L'information électorale étant sensible, nous vous demandons d'une part de vous référer toujours aux informations officielles de la CENI et d'autre part, nous vous invitons à prendre conscience des différentes dispositions légales relatives aux élections dans notre pays. Mon équipe et moi, nous souhaitons renforcer nos relations avec les médias pour une plus grande confiance. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision que nous avons adoptée, qui est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Cette vision est traduite au premier degré dans le plan stratégique produit après le séminaire d'imprégnation des membres de l'Assemblée plénière tenu à Bibois dans la commune de la Célé du 26 novembre au 5 décembre 2021 dernier et se concrétise dans la mission d'organiser des élections en toute transparence, inclusivité, impartialité, crédibilité, intégrité et respect des lois, pour un Congo meilleur à travers les valeurs de redevabilité et d'équité. Le plan stratégique et opérationnel de la CENI est articulé en 5 axes stratégiques, dont celui de créer une nouvelle image de la CENI pour notamment renforcer sa crédibilité. Cette nouvelle perception du public passe aussi par le changement de son identité visuelle. Mon équipe et moi avons ainsi adopté le nouveau logo de la CENI que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis journalistes, pour toutes ces questions. Donc, je commence avec la question de Politico CD, qui pose la question sur la motivation. En fait, cette question est revenue à 2 reprises. Je vais parler de la motivation de la CENI à se donner une nouvelle image. En fait, c'est extrêmement important que la CENI se dote d'une nouvelle image. La première raison, c'est que la CENI a une très mauvaise réputation. Partout où je vais, quand on me pose des questions, ou bien quand on fait des commentaires, sur 10 points, il y a 8 critiques négatives et à peine vous recevez des éloges pour le travail accompli. En réalité, la CENI est méconnue. Elle est très mal connue. Nous avons un groupe de professionnels qui sont excellents dans leur travail et vous n'avez aucune idée du sacrifice qu'ils consentent partout où ils vont. En ce moment où nous sommes ici, dans cette salle, il y a des membres du personnel de la CENI qui sont sur des motos, sur une longue distance, ils sont dans les pirogues, ils vont partout pour mener cette activité d'actualisation de la cartographie. C'est des gens qui se sacrifient pour leur pays. Ce sont de véritables soldats. Vous-même, vous connaissez l'état de nos routes et les moyens de communication sont très difficiles, mais nous avons un personnel à tous les niveaux très, très engagé à organiser des élections et souvent au sacrifice de leur bien-être, de leur santé et tout ça. Et ça, c'est très peu connu. Et j'aimerais que ça soit un peu plus apprécié et que ce sacrifice soit connu du grand public. Et puis, effectivement, quand on a ce genre de réalisation, c'est-à-dire des gens qui font un bon travail, il est important que cela soit communiqué. Donc nous ne changeons pas l'image, comme quelqu'un l'a dit, et que faisons-nous de notre comportement? Non, notre comportement est généralement très bon, mais ce n'est pas connu. Les gens nous reconnaissent seulement pour les quelques bavures qui ont lieu de temps à autre.
Mais d'une façon générale, je vous dis que si vous, un jour, maintenant que nous établissons une bonne collaboration, nous tâcherons de nous faire accompagner de certains d'entre vous dans nos missions, et vous allez vous rendre compte que nous avons une équipe qui n'a rien de différent des militaires sur le plan du sacrifice consenti. Alors, la mutualisation entre la CENI, l'ONIP et l'INS, c'est une réalité. En fait, on échange beaucoup, on se rencontre souvent autour du Premier ministre ou sinon dans les équipes techniques et nous échangeons des points de vue. La seule différence qu'il y a maintenant, c'est que cette mutualisation se fait sur le plan stratégique, c'est-à-dire nous nous complétons dans le travail que nous faisons. Ce qui a été évité, c'est d'avoir les deux équipes constituées comme une équipe intégrée, parce que, à la différence de l'INS et de l'ONIP, la CENI a une contrainte majeure, la contrainte, l'exigence du délai constitutionnel. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de 2023, pendant que leurs activités à eux, quoique tout aussi urgentes, mais ils ne font pas face à cette contrainte de temps. Mais sinon, la collaboration est là. Un exemple pour que vous compreniez, par exemple, nous, quand nous recueillons des informations, nous à la CENI, nous avons besoin de plus ou moins 14 informations, c'est-à-dire le nom de l'électeur, son lieu de naissance, la date de naissance, le sexe, etc. Mais eux, au niveau de ces deux institutions, ils ont besoin de beaucoup plus d'informations. Alors, ce que nous allons faire, nous allons recueillir les informations dont nous avons besoin et celles dont eux, ils ont besoin. Quand je dis information, je veux dire en fait données. Nous allons recueillir toutes ces informations. Alors, à la fin de l'exercice de la CENI, qui consiste à enrôler toute personne âgée de 16-17 ans jusqu'au-dessus, nous allons leur donner ce fichier et eux, ils pourront l'exploiter parce qu'ils auront les éléments dont ils ont besoin et ils pourront continuer le recensement de la population âgée de 0 à 15 ans. Donc, c'est un processus complémentaire. Donc, la collaboration, la mutualisation est là. Les cadres de concertation existent, mais on parle d'un échange à sens unique où la CENI est aidée, mais elle n'aide pas. Vous aurez pu me dire la nature de l'aide dont vous avez besoin pour que je sache comment vous retourner l'ascenseur. Mais comme on a dit, c'est un début. On va sans doute trouver l'occasion de le faire. L'une des choses que nous avons faites lors des différentes réunions du cadre de concertation, c'était d'abord de faire un état des lieux, de poser la question aux parties prenantes concernées, les femmes, les personnes vivant avec handicap, etc., leur poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces activités du cadre de concertation dans le passé. Ils nous ont parlé de faiblesses et c'est sur ça que nous travaillons. Je pense que ce que nous devrons faire dans un premier temps, c'est d'énumérer les difficultés, ce que vous aimeriez voir changer. On va procéder ainsi et nous pourrons améliorer les choses. Oui, en fait, M. Patrice parlait du comportement de la CENI envers les journalistes, beaucoup de dysfonctionnements et apparemment nous vous devons de l'argent. Je ne savais pas ça. C'est combien d'argent? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. À tout le monde qui est ici. Ok. Donc, alors là, ce que je peux vous demander, c'est de nous écrire et de nous dire exactement ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne suis pas au courant, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois que j'entends ça. Ma conseillère principale en communication et relations publiques, Madame Suzy Bakajika, peut recevoir vos doléances et nous allons lire et tâcher d'y apporter des solutions. J'espère que c'est bien documenté et comme ça on pourra voir ce qui doit être fait. La dernière question ne m'était pas adressée, elle était adressée à Nicolas Kazadi. Alors,
en fait, on me demandait s'il y aura les élections en 2023. À notre niveau, à la CENI, nous n'avons aucun doute que nous aurons les élections en 2023. Quelqu'un m'a dit, j'étais sur Radio Kapi, quelqu'un m'a dit que le fait que j'affirme que les élections auront lieu en 2023 dénote une certaine arrogance, un manque d'humilité. Je lui ai dit non, c'est plutôt, je vous fais part de mon sens, et avec mon équipe, notre sens de détermination. On nous a donné une tâche, chacun de nous était candidat à un certain moment et nous avons vanté nos atouts, ce que nous pouvons apporter au pays. Et aujourd'hui, on est là. Il y a des gens qui aimeraient nous entendre dire que les élections n'auront pas lieu en 2023. Mais ça, ce n'est pas la réalité parce que nous, on est vraiment au boulot, on est au travail. Je vous ai parlé des équipes qui sont déjà déployées. Nous sommes en train de travailler sérieusement pour qu'il y ait des élections en 2023. Ceux qui ont des doutes, on leur demande seulement d'attendre et il ne faut pas qu'ils soient surpris parce que nous aurons des élections. Ce n'est pas un slogan que nous lançons en l'air. C'est, en fait, nous le disons parce que nous sommes assurés par la qualité et la quantité du travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Peut-être attendons dans, je ne sais pas, dans 12 mois, revenez, posez-moi la même question. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, en dépit des contraintes auxquelles nous faisons face, parce que nous vous avons, dans le passé, énuméré un certain nombre de contraintes, et c'est des contraintes dont un bon nombre ne dépend pas de nous. Par exemple, la CENI ne peut pas financer elle-même ses élections. Nous dépendons de notre gouvernement. La CENI ne peut pas assurer la sécurité. Nous dépendons de l'armée, de la police, etc. Donc c'est ça. Et puis l'information, nous avons besoin de vous. La sensibilisation, nous avons besoin des médias. Donc chacun joue son rôle. Et nous jouons le nôtre, jour et nuit. C'est-à-dire, si vous venez à la CENI, vous allez vous rendre compte que nous nous comportons comme si les élections allaient avoir lieu demain. On est dans tous les sens. On parcourt le pays, on travaille et on rencontre les parties prenantes dans les provinces. On ne se limite pas à Kinshasa. Moi-même, j'étais à Bukavu et j'étais à Badolite. Là, je cite les villes, mais nous sommes allés aussi en dehors. Je suis allé à Mobaïmbongo, où j'ai rencontré des électeurs, j'ai rencontré le personnel de la CENI. Et je ne suis pas le seul. Nous avons parcouru toutes les 26 provinces de notre pays sur une période de 10 jours. Et nous avons une idée assez précise des besoins et nous travaillons sans relâche, d'arrache-pied, pour qu'il y ait élection en 2023. Et nous sommes convaincus qu'il y aura des élections en 2023. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ceux qui ont des doutes, qu'ils prennent leur mal en patience. Le moment viendra où, comme je disais encore sur Radio Kapi, nous avons un cas, c'est comme une maison qu'on construit. Vous voyez une parcelle clôturée, les gens rentrent et sortent avec des équipements, des barres de fer, mais vous ne voyez rien. C'est le jour où la fondation sera finie et vous commencez à voir les murs s'élever au-dessus de la clôture que vous allez comprendre que ces gens-là travaillent. Effectivement, nous travaillons avec tous les sérieux possibles. Merci. Il y a des questions que... Bon, on va essayer des questions pour que ça ne soit pas trop long. Madame Rachel, pour avoir reconnu qu'il y a quand même déjà une bonne base de collaboration, et nous n'allons épargner aucun effort pour que cette collaboration s'approfondisse et s'étende le plus possible pour contribuer à faire baisser le tribalisme et le vivre ensemble qui devient de plus en plus difficile, et afin d'assurer des élections apaisées et puis le libre mouvement des candidats, etc. Et effectivement, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup parce que sans paix, on ne pourra pas avoir des élections libres et ça va poser de problèmes. Nous sommes en train de mettre en place des plans sur le plan de la sensibilisation des électeurs, sur le plan de la résolution
de conflit, la médiation électorale et même le plan de collaboration avec les médias, parce qu'ils ont aussi un rôle majeur à jouer. Nous sommes en contact avec les cités provinciaux des opérations. En fait, il s'agit des forces de sécurité qui collaborent avec la CENI pour assurer un processus paisible. Évidemment, c'est une tâche à laquelle tout le monde a un rôle à jouer. La CENI fait sa part, mais nous pensons que cela va aller croissant. Mais évidemment, il faudra aussi que les tribunaux jouent leur rôle. Dans beaucoup de pays, le discours du tribalisme est une infraction et ça se punit. Si chez nous, on laisse les gens parler, dire des méchancetés sur les gens d'autres groupes, eh bien, on va justement aggraver cette culture d'impunité. Donc, ce n'est pas un rôle que la CENI peut jouer seule. Nous devons tous nous y atteler. Il y va de la survie de notre nation. Est-ce qu'on va utiliser en 2023 la carte d'électeur ou bien la carte d'identité? La loi n'a pas encore changé. La loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs parle encore de la carte d'électeur. Mais évidemment, l'exercice en cours au niveau du recensement de la population qui va déboucher sur la délivrance de la carte d'identité pourrait faire en sorte que dans l'avenir, la CENI ne joue plus ce rôle-là de mettre la carte d'électeur. Ça dépend de l'approche qui sera choisie. Mais pour le moment, la CENI a la technicité et la capacité de délivrer les cartes d'électeurs. Bon, mais si nous évoluons, ce rôle-là nous pourrons peut-être voter au moyen de la carte d'identité que nous n'avons pas encore. Donc pour 2023, je ne vois pas les choses changer. L'ancienne CENI, dit-il, doit beaucoup d'argent aux journalistes. Il faut qu'on commence par apurer cet argent. Et comme je l'ai dit la première fois que j'ai parlé de cette question, il nous faudra une communication avec soubassement. Parce que la CENI ne peut payer que s'il y a un soubassement. Mais je dois vous dire quelque chose, peut-être que... Parce que nous recevons beaucoup de factures, beaucoup de fausses factures à la CENI. Beaucoup. Nous sommes tout le temps en danger de payer de l'argent indu. Nous recevons beaucoup de fausses factures. Alors, il nous faudra des documents dont nous pouvons retrouver les traces dans nos livres. Donc, nous attendons cette communication-là. Et si nous devons de l'argent aux membres des médias, nous allons nous acquitter de cela. Même si on ne le fait pas du coup, on pourra l'étaler sur le temps. Combien avons-nous reçu depuis janvier? Combien d'argent avons-nous reçu du gouvernement? Bon, évidemment, j'aurais dû me préparer à cette question, mais je peux vous dire en gros que nous avons reçu déjà l'argent du gouvernement à 2 reprises. Nous avons reçu l'argent pour janvier et février. Nous sommes en négociation pour avoir l'argent du mois de mars. Et nous discutons aussi pour que l'argent nous parvienne anticipativement, c'est-à-dire 3 mois d'avance plutôt que de recevoir de l'argent a posteriori. Si nous devons atteindre l'objectif de 2023, l'argent devra nous parvenir, c'est-à-dire par anticipation, par exemple trimestriellement ou bien semestriellement. Je pense que le Premier ministre avec qui nous avons parlé de ça est en train de travailler avec son équipe pour que cela s'arrange. Monsieur Kalengai nous a présenté une bonne liste de propositions. Nous vous en remercions et nous allons travailler en fonction de ça pour que, effectivement, c'est de très bonnes propositions. Nous allons en tenir compte pour que nous puissions rencontrer les attentes de nos partenaires des médias.
Monsieur Marcel parle de contraintes que nous avions évoquées au mois de février quand nous avions lancé notre feuille de route. Est-ce que ces contraintes ont été surmontées? Bon, disons, elles sont en train d'être surmontées. Nous espérons que les choses vont aller s'accélérant. Et comme je l'avais dit, toutes les contraintes ne sont pas à nous de les résoudre parce que ça relève d'autres personnes, que chacun joue son rôle. À propos du calendrier électoral, le calendrier électoral viendra. Justement, quand nous avons un contrôle très limité des contraintes, ça serait très hasardeux de proposer une date, par exemple, pour les différentes activités qui auront lieu. Je pense que plus nous avançons, plus nous aurons de visibilité par rapport au futur, c'est alors que nous pourrons sortir notre calendrier électoral. C'est quelque chose qui se fera. Mais si nous le faisions maintenant, ça serait quelque peu irresponsable parce que, à supposer par exemple qu'une disposition de la loi électorale change de façon substantielle et que ça affecte les opérations électorales. Entre-temps, nous avons déjà annoncé la date d'une opération quelconque. Ça serait vraiment hasardeux, comme je l'ai dit. Donc, donnez-nous encore un peu de temps. Quand nous aurons résolu un certain nombre de problèmes, ou quand ceux qui ont la responsabilité de résoudre ces problèmes l'auront fait, nous serons vraiment en mesure de vous donner le calendrier électoral. Mais je ne cesse de dire que la feuille de route vous donne une bonne idée de la période à laquelle un certain nombre de choses seront faites. Nous coûte les élections de 2023. Il y a un budget pour 2022, un budget qui existe et qui émarge au budget de l'État. Il est disponible à tout le monde. Ce budget est présent, mais le budget pour 2023 n'a pas encore été développé. Donc je ne peux pas encore vous dire combien ça va coûter. Le budget que nous avons actuellement a été élaboré par l'équipe qui nous a précédés. Nous travaillons dessus et on verra si ça sera suffisant ou bien si nous aurons des épargnes. Et c'est sur base de ça que nous allons élaborer le budget de 2023. Donc je ne suis pas en mesure en ce moment de vous dire combien le budget au total pour 2023 va nous coûter. Mais d'ici là, ça sera la session budgétaire. Nous serons en mesure de répondre à cette question-là. La difficulté qu'on a eue avec le gouvernement par rapport au problème des jeeps, j'ai dit que c'était un malentendu. Il n'y a jamais eu vraiment un problème des jeeps comme tel. La preuve, jusqu'à présent, aucun d'entre nous, membres de la plénière, enfin disons surtout membres du bureau, aucun d'entre nous n'a eu de véhicule. Nous n'en avons pas. Donc on n'a jamais acheté. Il y a eu toute une procédure au niveau du BCECO et cette procédure de passation de marché n'a pas été concluante. Et donc maintenant, le marché va revenir à la CENI, c'est alors que nous aurons accès à ces véhicules. Donc il n'y a jamais eu vraiment de problème. Je pense que c'est un autre cas de malentendu. La vérité, dans le cas de type, on nous dit que la CENI, si elle ne donne pas des informations, si elle cache des informations, les journalistes iront ailleurs. Je pense que c'est votre droit. Même si nous vous donnons des informations, vous devez aussi aller ailleurs. Nous ne sommes pas la seule source. Les radios qui se multiplient à l'approche des élections, en tout cas, je peux vous garantir que je ne vais jamais m'hasarder dans ce domaine-là. Vous faites déjà très bien votre travail, je vais compter sur vous. Donc, vos radios n'auront pas de compétition de la part de la CENI. Voilà. On nous demande de changer pas seulement le logo, mais le comportement. Nous le faisons. Et en tant que conseiller du gouvernement, qu'est-ce que nous pouvons conseiller au Parlement par rapport à cette absence d'accord? Bon, chacun doit jouer son rôle. La CENI conseille, comme vous avez bien dit, nous sommes un conseiller. Le conseiller ne sort pas en public pour dire voilà ce que nous avons donné comme conseil. Mais nous pouvons vous garantir que nous avons donné des conseils très positifs, notamment sur la question de la transparence du scrutin, sur la question de la représentation des femmes. Sur toutes ces questions, nous avons donné des conseils
dont nous ne pourrons jamais avoir honte si vous tombez sur le document que nous avons confié au gouvernement. Nous cherchons qu'il y ait plus de transparence, plus d'impartialité, plus d'intégrité dans le processus électoral. C'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous avons envoyé au Parlement. Maintenant, la balle est dans leur camp. Ce sont des élus, c'est à eux de jouer ce rôle-là. Nous avons donné des conseils et à notre niveau, ça ne peut s'arrêter qu'au niveau des conseils et c'est tout. Merci. Remercier les représentants des maisons de presse pour votre présence et pour l'interaction que nous avons eue pendant, je crois, 2 heures ou un peu plus. Nous apprécions tout ce que vous nous avez dit en termes de propositions, mais aussi en termes de critiques, aussi positives que négatives. Ça va nous permettre d'améliorer les choses. Nous pensons que cette rencontre est un peu en prélude de ce que nous ferons dans les cadres de concertation. Parce que ce que nous voulons faire en rapport avec le cadre de concertation, c'est d'abord entendre de vous ce qui n'a pas marché, et vous avez déjà commencé à le faire et vous l'avez très bien fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé et à l'avenir pour que nous puissions améliorer afin que ce cadre de concertation soit vraiment une plateforme d'échange où la vie des uns et des autres est réellement appréciée, prise en compte et implémentée. Donc nous allons formaliser tout cela et vraiment merci de votre temps et de ces interactions. Nous pouvons vous garantir que nous allons avoir des rencontres périodiques parce que nous vous considérons comme des partenaires privilégiés. Nous ne pourrons pas atteindre l'électorat sans passer par les médias et nous allons vous accorder la plus grande importance parce que c'est ce que vous méritez. Donc j'ai fini par vous dire merci d'être venu et que cette rencontre soit vraiment le début d'une collaboration améliorée et tous les points qui ont été posés, toutes les questions qui ont été posées et surtout les domaines, en fait tout ce que vous avez dit pour manifester votre mécontentement, parce qu'effectivement il y a un cas de mécontentement, nous allons nous y atteler et pourvu que chacun joue son rôle, c'est-à-dire qu'on nous donne le soubassement nécessaire. Mais nous allons répartir sur une nouvelle base pour que effectivement les médias jouent leur rôle, que vous ayez accès à l'information en temps réel et avec ça nous pourrons ensemble contribuer à des élections vraiment ouvertes, des élections inclusives, transparentes et des élections réussies. Je vous remercie. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.